Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la grande édition du journal sur Equinox Télévision. À la une, dénouement heureux pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. L'ancien président ivoirien et son ministre de la Jeunesse ont été définitivement acquittés par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. L'instance judiciaire a rejeté les accusations de la procureure Fatou Bensouda, confirmant ainsi la décision du tribunal de première instance. Panique au sein du pénitencier de Kondengui. Les pensionnaires de cette maison d'arrêt redoutent une contamination massive au coronavirus. Là, Amadou Vamoulke, l'ex-directeur général de la CRTV, a fait part de ses craintes au ministre de la Justice, Laurent Isso. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Je vous le disais en titre, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, libres de tout mouvement. Ils ont été acquittés ce jour par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, bottant ainsi en touche le recours du procureur, du recours en appel de la procureure Fatou Bensouda. D'autres précisions dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé sont désormais libres et à l'abri de toute poursuite judiciaire. À l'audience de ce 31 mars 2021, à la Cour pénale internationale de justice à La Haye aux Pays-Bas, la chambre d'appel de cette juridiction vient de confirmer l'acquittement des deux personnalités qu'avait décidé la chambre de première instance le 16 juin 2019. La chambre d'appel rappelle que dans sa décision relative à la demande de Laurent Gbagbo tendant à obtenir le réexamen des conditions de sa mise en liberté, elle a passé en revue et modifié les conditions associées à la mise en liberté de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, révoquant certaines d'entre elles et en maintenant d'autres. En conséquence du présent arrêt, la Chambre d'appel révoque toutes les conditions restantes à la mise en liberté de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ce verdict de la chambre d'appel de la CPI botte ainsi en touche l'appel de la procureure gambienne Fatou Bensouda contre l'acquittement de Laurent Gbagbo et le leader des jeunes patriotes. Dans sa décision du jour, le juge Thilé Eboué Ossoudi demande de prendre toutes les dispositions pour le départ des deux acquittés vers la destination de leur choix, y compris la Côte d'Ivoire, leur pays. En application de la règle 185.1 du règlement de procédure et de preuve, il est ordonné au greffier de prendre, aussitôt que possible, toutes les dispositions jugées appropriées pour le transfèrement en toute sécurité de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé vers un ou des États tels qu'envisagés dans cette disposition, en tenant compte de l'avis des deux personnes acquittées. En Côte d'Ivoire, loin de La Haye, c'est l'euphorie totale pour la famille, tous les partisans du fondateur du Front populaire ivoirien, avec au premier rang son épouse, Simone et Yves Gbagbo. Avec ce verdict final, c'est donc la fin d'un feuilleton judiciaire à rebondissement qui aura duré 4 ans, 2 mois et 2 jours, depuis l'ouverture du procès le 28 janvier 2016. Les deux hommes étaient poursuivis pour de présumés crimes contre l'humanité perpétrés en Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011, durant la crise post-électorale de la présidentielle. Arrêtés par les forces d'Alassane Ouattara, l'actuel président de Côte d'Ivoire, et les forces spéciales françaises de l'opération Licorne appuyée par l'ONU, Laurent Gbagbo est assigné en résidence à Korogo dans le nord du pays, où dans un premier temps, il est inculpé et placé en détention préventive le 18 août 2011 pour crimes économiques, notamment vol aggravé, détournement de fonds publics, concussion, pillage et atteinte à l'économie nationale. Et quelques mois plus tard, précisément le 30 novembre 2011, la Cour pénale internationale inculpe Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé pour 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité. Ils y resteront en détention préventive pendant 5 ans, avant l'ouverture de leur procès en 2016.
Et tout à côté, en République centrafricaine, le président directeur général du groupe Equinox a été reçu en audience ce jour au palais de la Renaissance à Bangui. Des échanges fructueux sur divers sujets. D'autres précisions dans ce reportage de nos envoyés spéciaux, Eric Ouattat, Cédric Noufeli. Le renforcement de l'état de droit et le respect des principes démocratiques sont des axes majeurs du deuxième quinquennat du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. À cet effet, des personnalités du monde médiatique ont été conviées à sa cérémonie d'investiture. Parmi elles figure le président directeur général du groupe Equinox, Séverin Tchunke, invité de marque à cette prestigieuse cérémonie. Ensuite, il a été reçu en audience au palais de la Renaissance à Bangui. Durant près d'une heure, le chef de l'État centrafricain Faustin Archange Touadéra et le président directeur général du groupe Equinox, Séverin Tchunke, ont discuté à bâton rompu des échanges qui ont porté sur la communication audiovisuelle en Centrafrique, les enjeux de sécurité intérieure et les défis socio-économiques pour ce pays d'Afrique centrale. C'est toujours un grand honneur, un privilège d'être reçu par Monsieur le Président de la République centrafricaine ici au Palais de la Renaissance. Alors, surtout à l'orée de son second quinquennat, nous avons parlé de beaucoup de choses. Et Monsieur le Président de la République nous a adressé ses remerciements et ses encouragements pour la suite des engagements, parce qu'il a bien pris note des avancées conséquentes. Donc c'est un privilège et un plaisir renouvelé pour nous à chaque fois que Monsieur le Président de la République nous accorde une audience. Equinox Télévision a reçu les félicitations du président centrafricain pour la couverture médiatique de l'élection présidentielle et la cérémonie d'investiture du chef de l'État centrafricain. Cédric Noufeli, Eric Ouattat, nos envoyés spéciaux à Bangui. Et sur le plan national, incarcéré depuis bientôt 4 ans et demi, Amadou Vamoulke, l'ex-directeur général de la CRTV, régulièrement malade, redoute une contamination à la Covid-19. Il a, dans une correspondance au ministre de la Justice, le détenu fait part à Laurent Esso ses craintes de perdre sa vie. D'autres précisions dans ce reportage de Gizogo. Dans une correspondance au vitriol adressée au ministre de la Justice, Laurent Esso, l'ex-directeur général de la CRTV dénonce la situation qui est la sienne actuellement à la prison de Kondengui. En effet, Amadou Vamoulke s'émeut des conditions sanitaires qui se sont considérablement dégradées dans cette prison, avec des cas de Covid-19 déclarés parmi ses co-détenus. Presque fataliste, l'ex-patron de la CRTV s'est dit à l'article de la mort comme les gladiateurs dans la Rome antique lorsqu'ils étaient jetés dans l'arène. Surtout, Amadou Vamoulke met en exergue ce qu'il qualifie d'inhumanité de Laurent Esso, dont il recense un florilège de déclarations jugées péjoratives, telles « ça ne me fait ni chaud ni froid »,« les urgences c'est à l'hôpital »,« la justice est indépendante du pouvoir exécutif au Cameroun ». En fin de compte, Amadou Vamoulke clame qu'il est emprisonné illégalement depuis 1708 jours, soit 5 années, avec 64 renvois de son affaire. Cela, poursuit-il, devrait lui assurer une extradition sanitaire, sans doute en référence au cas Ephraim Inoni et Yves-Michel Fotcho, ancien Premier ministre et homme d'affaires. Loin donc de cette issue, pour l'ex-manager de la CRTV, son malheur vient de ce que Laurent Esso lui a déclaré la guerre. Les femmes très marginalisées dans la résolution des conflits au Cameroun. Le constat a été fait par la société civile qui dénonce le laxisme des pouvoirs publics sur la non-application de la résolution 1325 des Nations Unies sur l'implication des femmes dans le processus de paix et sécurité. Aïk Cyril et Joël Essenge. 20 ans après l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 1325 sur l'implication des femmes dans les processus de paix et de sécurité, son implémentation traîne dans divers pays. Au Cameroun notamment, la société civile dénonce de nombreuses entraves
à la mise en œuvre d'un plan d'action national. Il n'y a pas eu un bon mécanisme de coordination, il n'y a pas eu une bonne façon de remonter les informations. Il y a eu des lourdeurs administratives qui ont un peu plombé le processus parce qu'il y avait des mécanismes qui devaient être mis sur pied. Le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille en a assuré le secrétariat. Mais comme je l'ai dit, le mécanisme de coordination n'a pas été très efficace. La société civile, qui constate que le plan d'action national est difficilement mis en œuvre au Cameroun, accuse les pouvoirs publics de ne pas s'approprier le document. Nous voulons que le gouvernement initie le processus. Parce que si le plan d'action est géré par l'ONU, ça veut dire que c'est un projet de l'ONU, ce n'est pas un projet du Cameroun. Oui, le Cameroun doit mettre en place des ressources, doit mettre en place toutes les ressources nécessaires pour voir que ce programme est réalisé. Mis à l'index, le gouvernement se défend en énumérant quelques actions menées. Le gouvernement a élaboré en 2017 un plan d'action de mise en œuvre de la résolution 1325 qui mène des activités à travers les 4 piliers qui sont la participation, la prévention, la protection, le secours et le relèvement. Et ce plan d'action qui couvrait la période 2018-2020 est arrivé à échéance. Tout compte fait, le Cameroun est le théâtre de nombreuses crises. Et pour les partenaires au développement, la question de l'implication des femmes dans la résolution de ces crises se pose avec acuité. Pour nous, c'est essentiel que les femmes soient impliquées dans ces processus de résolution de crise. Nous sommes vraiment intéressés de voir comment les différents pays mettent en œuvre la résolution 1325, car pour nous, la participation des femmes au processus de paix et de sécurité est cruciale. Il n'est pas question que les plans d'action nationaux soient identiques. Chacun doit évoluer selon son contexte. L'objectif final étant de s'assurer que la voix des femmes et des filles compte dans la prévention et la résolution des conflits. Le plan d'action national sur la résolution 1325 des Nations Unies va bientôt rentrer dans sa phase 2. La société civile exige que les populations à travers les collectivités territoriales décentralisées soient associées à sa mise en œuvre. La décentralisation du plan d'action dans les 360 communes. Et nous le proposons pourquoi ? Pour qu'il y ait une meilleure appropriation par les communautés et une meilleure implication dans le processus actuel. Sous la houlette de Women International League for Peace and Freedom, des experts sont réunis à Yaoundé. Objectif: présenter la contribution des organisations de la société civile à la révision du plan d'action national de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'implication des femmes dans la résolution des conflits. Évoquons à présent les défis du nouveau commissaire de l'aéroport international de Douala. Le commissaire Babangida Amadou a été invité à lutter contre la corruption et les trafics sur cette plateforme aéroportuaire. Les séries d'installations des nouveaux responsables de la sûreté du littoral ont également touché le port autonome de Douala et les immigrations. Le round-up, c'est dans ce reportage que signe Innocent Abiga, Donald Brice Kamgan. Lutter contre les atteintes aux activités aéroportuaires, prévenir et endiguer divers trafics, lutter contre la corruption. Le nouveau commissaire de l'aéroport international de Douala n'aura pas de sommeil. Raymond Issogo, délégué régional de la sûreté nationale du littoral. J'ai dit bien à collaborer avec les autorités aéroportuaires et les autres administrations pour atteindre les objectifs gouvernementaux. La plateforme étant une porte d'entrée et de sortie, des trafics divers et autres activités et l'immigration, impliquant des ressortissants d'horizons divers. En plus des missions classiques comme la recherche et l'exploitation du renseignement, celui qui était jusqu'au 18 mars dernier chef du service des interventions à la direction de la police judiciaire à Yaoundé doit également tout mettre en œuvre pour assurer un respect des dispositions sanitaires liées au Covid-19, l'aéroport étant une zone hautement délicate à ce sujet. En ces missions habituelles, vous adjoindrez celles qui nous imposées par le contexte sanitaire actuel, à savoir veiller au respect strict par vos hommes et les usagers du service des mesures barrières édictées par le gouvernement pour lutter efficacement contre la propagation du coronavirus.
Le prédécesseur de Baba Guida Amadou, le commissaire Zakari Yao Alaj, est appelé comme directeur de la police des frontières. C'est un signe qu'il aura assuré avec dévouement à son poste à l'aéroport international de Douala, cette place où il fait son arrivée en 2011, gravissant tous les échelons. Au port autonome de Douala, la dame chargée de veiller à la sûreté des installations de cet espace économique névralgique de plus de 1000 hectares, c'est elle, le commissaire Eba Solo. Le port autonome de Douala étant une porte d'entrée et de sortie des trafics divers et autres activités émis-immigration, impliquant des ressortissants d'horizons divers y ont cours. À émis-immigration, le commissaire devra assurer un meilleur suivi des dossiers des citoyens sur les questions liées au passeport. Je travaillerai sur les recommandations de ma hiérarchie, un plan, une feuille de route qui m'a été donnée par ma haute hiérarchie, je la suivrai et j'appliquerai cela à la lettre afin que les usagers soient satisfaits des services de la police des frontières. De l'aéroport au port en passant par émis-immigration, des hommes nouveaux et des challenges à relever, c'est le sens des décrets dont ils sont bénéficiaires. Dans le chapitre santé de ce journal, le service gynécologie de l'hôpital général de Douala connaît une baisse de près de 60% du taux de fréquentation. Avec la pandémie du coronavirus, de nombreux malades ont déserté les hôpitaux, compliquant leur état de santé. Le constat a été fait lors des journées portes ouvertes de ce service. À cette occasion, près de 400 femmes ont été dépistées du cancer du col de l'utérus et du sein. Claude Ekwa et Nadine Yamb. Au pavillon du service gynécologie de l'hôpital général de Douala, une foule inhabituelle. Dans les couloirs, de nombreux patients en attente. Pourtant, il y a un an, le constat était tout autre. Avec la pandémie de coronavirus, ce service connaît une baisse drastique du nombre de consultations et d'activités. En gynécologie obstétrique, par exemple, la baisse est allée jusqu'à 50-60% de l'activité, puisque nous présentons l'activité du service tous les 3 mois. Et lors des présentations, c'était le même problème dans tous les services, parce que les gens juste avaient peur de venir à l'hôpital en raison de la pandémie. Selon le professeur Chientengue Far Charlotte, chef service gynécologie de cette formation hospitalière, cette baisse du taux de fréquentation a entraîné des complications dans le suivi des grossesses des femmes enceintes et une augmentation de la mortalité liée à d'autres pathologies telles que les cancers. Vous avez une patiente qui vous revient peut-être en fin d'année 2020 avec une tumeur qui a commencé dans le sein depuis le mois de janvier-février et qui vous dit que vraiment en raison de la pandémie, elle a préféré rester à la maison attendre parce qu'elle ne voulait pas prendre le risque pour sa santé et vient là à un stade 4 pour lequel on ne peut plus traiter et dès qu'on commence les traitements, la patiente décède. Nous avons aussi les cas des femmes enceintes qui restent à la maison, ne font pas des consultations. Par exemple, la pression artérielle commence à monter et elle vient simplement en urgence quand elle convulse. Et on en perd certaines. Briser la peur du virus du corona et sensibiliser le grand public sur la progression d'autres pathologies au Cameroun, c'est l'objectif de ces journées portes ouvertes du service gynécologie. Il n'y a pas que le SARS-CoV-2, il n'y a pas que la Covid pour être la pathologie qui touche l'humanité actuellement. Il y a toutes les autres pathologies que nous avons toujours connues. Et si on ne fait pas attention et qu'on se concentre tous sur le SARS-CoV-2, mais bien évidemment, on va avoir une mortalité qui sera même plus élevée en raison de toutes les autres maladies, si on compare à ce que le SARS-CoV-2 peut soigner. Durant 3 jours d'activité, près de 400 personnes ont été dépistées des cancers du sein et du col de l'utérus. Et de nombreux cas suspects sont déjà signalés. On a reçu trois dames avec des boules dans le sein qui étaient suspectes et une jeune fille qui avait un nodule qui n'avait pas du tout l'air suspect et chez qui on a prescrit des examens complémentaires à faire. Pour ce qui est du col, pour le moment, on n'a pas encore vu une tumeur du col, mais on a prélevé systématiquement toutes les patientes
pour leur frottis du col et c'est les résultats des examens qui nous diront s'il y a des lésions précancéreuses ou pas. Parce qu'une lésion précancéreuse ne se voit pas à l'œil nu. Les journées portes ouvertes du service gynécologie de l'hôpital général de Douala ont été l'occasion pour ces médecins de présenter leur savoir-faire sur la chirurgie endoscopique et l'accouchement par péridurale. Des femmes présentes à ce rendez-vous ont reçu des techniques pour l'autopalpation des seins et des conseils pour un meilleur suivi d'une grossesse. Et à la suite de Nadine Yambou, je vous invite à écouter cette réaction du professeur Tientengefak Charlotte. Elle est chef service gynécologie à l'hôpital général de Douala. Elle s'exprime sur l'importance de la vaccination des jeunes filles contre le cancer du col de l'utérus. Ce qui est du col, alors là, c'est un cancer pour lequel on a une cause bien connue, qui est un virus qui est sexuellement transmissible, qui est le virus Human Papillomavirus. Donc c'est lui qui est à l'origine de plus de 99% des cancers du col. De plus en plus, on parle de la vaccination qui est faite en Europe depuis des dizaines d'années et qui arrive à peine chez nous maintenant. Et puis bon, les gens ne comprennent pas, les gens veulent refuser le vaccin. Nous encourageons aux gens de vacciner les jeunes filles avant qu'elles ne commencent à être sexuellement actives. Il est vrai que la vaccination ne couvre pas tous les sérotypes de HPV, mais déjà ça permettra de réduire au moins de 70% la fréquence du cancer. Et donc en plus de la vaccination, maintenant, il y a le frottis du col. Il y a des tests de dépistage, entre autres le frottis. Et ces tests de dépistage permettent de détecter la lésion précancéreuse qui, si on ne traite pas, évoluera vers un cancer. Disons qu'avec le col, on a une chance inouïe parce que c'est un cancer qui ne vient pas comme ça d'emblée. Ça commence par une lésion précancéreuse qui peut être détectée et traitée. C'est la raison pour laquelle nous encourageons toutes les femmes sexuellement actives de se faire dépister. Comme ça, on traite la lésion et on n'aura jamais de cancer du col. L'éthique et la morale enseignée aux élèves des classes de terminale du lycée Dios à Douala. L'initiative est celle des anciens élèves de cet établissement qui redoutent le phénomène de perversité qui semble prendre de l'ampleur dans les lycées et collèges du pays. Flavien Valondongo. Le phénomène de dépravation des mœurs semble prendre le dessus sur l'apprentissage en milieu scolaire au Cameroun. Il y a des élèves, par exemple, qui voient toujours des choses dans l'Occident, ils veulent pratiquer ces choses-là. Les élèves sont presque en dépravation parce que le contexte social pousse plutôt les élèves actuellement, n'est-ce pas, à imiter justement ceux-là qui sont à l'extérieur. L'on n'a pas encore oublié ces images présentant des élèves en pleine activité impropre à l'éthique au lycée de Kribi et ailleurs. C'est donc là la conséquence des réseaux sociaux qui regorgent du bon et du mauvais. Même si on est à la merci des réseaux sociaux aujourd'hui, il est plutôt important de retenir qu'il faille capitaliser l'usage de ces réseaux sociaux pour pouvoir tirer le meilleur de ce qu'Internet peut apporter dans l'ère de la mondialisation. Réunis dans l'une des salles du lycée Dios à Douala, des anciens élèves de cet établissement scolaire et désormais chefs d'entreprise ou spécialistes dans divers domaines ont décidé de partager leurs expériences avec leurs cadets afin de leur inculquer la morale et l'éthique. Je suis très ravie de voir nos aînés qui sont revenus parmi nous en nous prodiguant des conseils comme l'honnêteté, la discipline et beaucoup de travail et la passion dans ce qu'on fait. Pourquoi une jeune fille va se dire parce que je suis une fille, j'ai pas le droit ou j'ai pas la possibilité d'aller loin dans mes études? Mais non, on peut y aller. Je voudrais dire à la jeunesse, rien n'est perdu. Tout est à construire au Cameroun. Ramener les élèves, notamment la jeunesse, à éviter le côté pervers des réseaux sociaux et se limiter qu'à l'utile afin de réussir dans la vie. C'est l'objectif visé par ces anciens élèves du lycée Dios. Nous nous inscrivons dans le sens d'un rappel à l'ordre un peu dans cet encadrement-là qui fait que on va essayer à notre niveau de faire en sorte que, qui sait, que tout cet art-là puisse disparaître. Une affirmation de soi, une bonne dose d'humilité, et une discipline de vie, une passion dans tout ce qu'on fait permet certainement de convertir l'objectif, le rêve et puis d'aboutir à des résultats probants. Peut-être à travers des initiatives du genre, la jeunesse presque égarée à cause des réseaux sociaux retrouvera ses repères.
L'église Saint-Jean-Baptiste d'Olézoa, bientôt ouverte aux fidèles. L'ouvrage réalisé par le génie militaire est achevé à 98% à la grande satisfaction de l'archevêque métropolitain de Yaoundé, présent sur le site des travaux. Monseigneur Jean Barga a également apprécié le niveau d'exécution des travaux de construction de 20 salles de classe et d'un gymnase au collège de la retraite. Marcelin Gonçon. C'est vrai de leur temple depuis un bon bout. Les fidèles du quartier Olézoa et de ses environs vont bientôt renouer avec l'église Saint-Jean-Baptiste. L'ouvrage construit par le génie militaire est constitué d'une église avec mezzanine et d'une annexe résidentielle est quasiment achevée. Concernant l'église en elle-même, nous sommes à presque 98%. Ça voudrait dire que nous sommes complètement à la fin du projet. Une église a une valeur émotionnelle élevée. Ça voudrait dire que le coût du terrain ne sera jamais supérieur au coût de la construction. C'est pourquoi pour construire cela, il faudrait déjà faire un design architectural qui puisse traverser le temps et faire une conception qui puisse être suffisamment solide durant le temps. Donc c'était principalement une de nos préoccupations. En visite de chantier, l'archevêque métropolitain de Yaoundé a salué le professionnalisme du génie militaire, dont l'expertise permet aujourd'hui à l'archidiocèse de Yaoundé de disposer de l'un des plus beaux temples de la capitale. Les habitants du quartier auront une église de prière qui ne remplace pas leur église mère qui est la basilique. Mais ici le soir et à certains moments de la vie, joie et peine, ils peuvent se retrouver pour prier ensemble et faire des exercices spirituels. Donc les aumôniers scolaires vont habiter ici et pouvoir accueillir régulièrement les étudiants, leur offrir des célébrations et les accompagner dans leurs études. Donc cette chapelle est polyvalente. Le savoir-faire du génie militaire s'étend au collège de la retraite où un bâtiment R+3 devant abriter 20 salles de classe est en train de sortir des terres. Le projet intègre également la construction imminente d'un gymnase. Quand il sera achevé, ce bâtiment permettra d'accueillir 1000 élèves, soit 50 par salle de classe. Et en ce moment, nous sommes à 40% du déroulement des travaux. La deuxième phase étant constituée de la construction du gymnase. En compagnie du directeur du génie militaire, Monseigneur Jean Barga se réjouit de la célérité et de la qualité des travaux réalisés, lesquels augurent de lendemain meilleur. Nous espérons que dans un an, nous aurons les deux systèmes de formation francophone et anglophone dans ce collège pour lui donner une nouvelle capacité d'accueil et d'offres académiques. Nous espérons que tous ces travaux, comme ils ont bien démarré, s'achèveront aussi très bien. Sollicité sur divers fronts, le génie militaire a une fois de plus l'occasion de démontrer qu'il a de l'expertise et que la confiance placée en lui par le chef suprême des armées n'est pas un fait du hasard. Notre mission principale, ce n'est pas de construire déjà. Notre mission principale, c'est l'appui aux forces. Mais lorsque le haut commandement, à savoir le président de la République, chef de l'État, chef des forces armées, nous donne une mission, nous l'exécutons exactement comme nous exécutons toutes nos missions militaires. Donc pour nous, c'est une mission comme tous les autres et nous l'exécutons. La devise du génie militaire, à savoir parfois détruit, souvent construit, toujours servi, n'a jamais aussi collé à la réalité. C'est avec ce reportage de Marcelin Gansop que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Duval Fangwa et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir Duval. Amadou Vamolke adresse une lettre ouverte au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Après avoir appris la contamination au coronavirus de plusieurs détenus, le directeur ou l'ex-directeur de la CRTV il craint pour sa santé. Incarcéré depuis 4 ans sans jugement, il a adressé une correspondance au ministre de la Justice, Laurent Esso, pour que ce dernier se penche sur son cas. La chambre d'appel de la Cour pénale internationale rend une décision définitive dans l'affaire Gbagbo. L'ancien président de Côte d'Ivoire et Blé Goudé sont définitivement libres. Il faut dire du Val-Fangwa que c'est un dénouement heureux pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. L'ancien président ivoirien et son ministre de la Jeunesse ont été définitivement acquittés, vous l'avez dit, par la chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Cette décision vient ainsi botter en touche les accusations du procureur Fatou Bensouda. Et vous avez vu dans le reportage de Jean-Paul Chouniat en Côte d'Ivoire, c'est l'extase, c'est l'allégresse, c'est la joie. Simone Gbagbo est contente de cet acquittement. Duval.
Voilà, ce sera l'essentiel du débrief pour cette deuxième partie d'Equinox ce soir. Merci Gilles Berthe Bissaï pour cette autre édition du 20h. Bonne soirée madame. Très bonne soirée à vous Duval. Madame